On en vient à présent à cette question qui a une résonance toute particulière à 5 mois de l'élection présidentielle. En France, le déclin est-il un mythe ou une réalité? C'est le titre du 1 Hebdo de cette semaine et on va évidemment en parler avec nos invités présents sur ce plateau. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheuse en économie et ex-porte-parole d'Attaque. À vos côtés, Jacques Mistral. Bonsoir à vous, économiste et professeur des universités, membre également du Cercle Les Économistes. C'est un think tank de centre droit d'orientation libérale et vous en êtes membre du Conseil scientifique d'évaluation. Et comme chaque vendredi, évidemment, vous le connaissez, le rédacteur en chef du 1 Hebdo, Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Lucie. Alors évidemment, le déclin, c'est une vaste question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cela aujourd'hui? Eh bien parce que c'est un mot qui revient très souvent dans la pré-campagne que nous traversons depuis quelques semaines, généralement d'ailleurs pour déplorer le déclin que la France connaîtrait ces dernières années. Mais c'est oublier que ce déclin de la France, on en parle depuis le XVIIIe siècle et que sous nos allures chauvines, nous aimons plus que d'autres verser dans l'autoflagellation. Pour autant, cette question n'est pas inintéressante. Si nous avons choisi d'ouvrir cette série de grands débats de la présidentielle du 1 sur le déclin, c'est parce qu'il permet, en s'y penchant sérieusement, de dresser un portrait objectif de notre pays, de ses atouts, de ses faiblesses aussi, bref, de poser un diagnostic objectif préalable à tous les remèdes qu'on va d'ailleurs évoquer ce soir avec nos invités. Et le déclin dont on entend parler à tour de bras, Jacques Mistral, est-ce que vraiment il existe? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité selon vous en France? S'il faut choisir entre les deux termes, je dis c'est un mythe. Mais je vais un petit peu préciser. Nous vivons dans un pays qui connaît beaucoup de difficultés. Mais qui n'en connaît pas? Nous vivons dans un pays qui a des souvenirs d'épisodes glorieux. Et peut-être que nous vivons une époque où notre sort et le sort de notre pays est moins glorieux. Mais n'est-ce pas le cas également de tous les pays, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Allemagne ou l'Italie? Donc, le mot déclin, dans le fait qu'on l'emploie au singulier, je pense, est un mythe parce qu'il a un contenu inévitablement idéologique. Il ne désigne pas une chose en particulier, il agrège, il résume un très grand nombre de situations, de problèmes, de constats sur lesquels on peut être d'accord ou en désaccord à la marge, comme le fait Bavrez, par exemple, depuis 15 ans. Mais en tout cas, résumer toutes ces difficultés par un seul mot, un seul singulier, c'est entrer dans un débat idéologique et on voit que dans l'actualité, certains l'utilisent à fond dans ce sens. Aurélie Trouvé, dans le 1 Hebdo, justement, David Jess préfère parler plutôt de déclin, il préfère parler de langueur et de malheur, d'une lente décomposition du modèle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense en tout cas que le mot déclin, je vous rejoins, ça provient de théories vieilles, très vieilles en fait, de plusieurs siècles, et en général qui servent des idées réactionnaires, des idées conservatrices, des adversaires des Lumières et de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, Éric Zemmour. Et en gros, avec cette idée que la France serait en perdition dans le concert des nations, notamment à cause des migrants, avec souvent des chiffres faux balancés. Je rappelle quand même que sur 65 millions de personnes en France, nous avons 7 millions d'immigrés, donc on est très loin du grand remplacement. De la même façon, on nous nourrit, en général, ça s'accompagne de l'idée qu'il y aurait une montée des violences terribles en France, ce qui est, en tout cas, loin d'être prouvé par les enquêtes sociologiques. Aujourd'hui, beaucoup de sociologues disent on n'a rien pour le prouver, et même, je dirais, par exemple, on regarde malheureusement les morts, les policiers morts en fonction, fort heureusement. Justement, ce chiffre a diminué depuis 40 ans. C'est évidemment encore un drame. Mais en tout cas, de dire que les violences ont augmenté, que l'immigration est un problème, tout cela repose sur des faits qui sont, à mon avis, faux. Et donc, c'est ce problème du mot déclin, ce que ça sert en termes d'idées réactionnaires. C'est là qu'est le problème, à mon avis. Est-ce qu'il n'a que des désavantages et des atours négatifs, ce mot déclin, ou est-ce que parfois on peut s'en servir de façon positive, Jacques Mistral ? Alors, je pense que c'est l'idée qui anime Nicolas Bavrez. Qui est écrit dans le 1. Oui, et qui est connu pour un livre publié, je crois, en 2003, qui s'intitulait « La France qui tombe ». Et c'est lui qui a vraiment exposé avec le plus de brio l'ensemble des choses qui n'allaient pas bien dans notre pays à partir de ce moment-là. Et qui est en tout cas très loin de l'utilisation qui est faite du mot déclin par Zemmour, comme c'était évoqué à l'instant. Alors,
Évidemment, il y a dans son esprit l'idée que face à des difficultés qui sont nombreuses, qui sont complexes, c'est un réflexe politique assez naturel, il faut une espèce de mobilisation générale. Il faut se redresser, il faut refaire le Conseil national de la résistance, ou il faut je ne sais quoi. Alors je pense que c'est un peu trompeur, parce que, pour répondre à votre question, je pense que l'usage du mot aujourd'hui est devenu totalement négatif et au contraire plombe les esprits avec l'idée que ces difficultés sont un bloc tellement énorme que vraiment il n'y a plus aucun moyen d'en sortir, si ce n'est l'espoir, la nostalgie de revenir à un monde ancien. Et c'est là qu'on rejoint le volet réactionnaire auquel conduit ce terme, c'est que l'idée c'est de revenir avec nostalgie à un monde qui aurait été bien préférable. Alors justement, puisque vous avez évoqué tous les deux Éric Zemmour, j'aimerais qu'on l'écoute tout de suite. C'est une partie d'un de ses discours où effectivement il évoque le déclin. Écoutez. La guerre économique est une réalité aussi incontestable et aussi cruelle que la guerre de civilisation. Notre déclin économique entraîne notre appauvrissement, mais également notre déclassement dans le concert des nations. En quelques décennies, nous sommes passés de la première division des grandes nations à la deuxième. En Europe, l'Allemagne nous méprise. Dans le monde, les nouveaux grands chinois et asiatiques nous toisent. La richesse nationale par habitant des Français était supérieure à celle des Allemands et des Américains en 1980. Elle est désormais inférieure de 15% à celle des Allemands et de plus de 30% des Américains. Même les anciens pays pauvres comme l'Espagne nous rattrapent. Je ne parle pas des Asiatiques qui, les uns après les autres, nous passent devant. On vient donc d'entendre la vision du déclin et de la France d'Éric Zemmour. On va maintenant entendre un autre discours qui est là bien différent. C'est celui d'Emmanuel Macron qui, lui, choisit de dresser un portrait plutôt positif du pays. Écoutez, on en parle juste après. Nous avons des vraies forces et des vrais atouts par rapport à ces changements et ces grands défis et ces leçons de la crise. Nous sommes un pays extrêmement complet, qui est présent sur tous les continents, qui a une force productive historique, une capacité à inventer, qui est une grande puissance agricole, agroalimentaire, industrielle, créative. Aurélie Trouvé, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Qu'est-ce que ces approches différentes nous disent sur le déclin, justement ? Le problème, c'est qu'on ne voit pas une troisième ambiance qui devrait exister, qui est de reconnaître qu'il y a des difficultés grandissantes, ce que ne fait pas Emmanuel Macron, mais qu'en réalité, il ne faut pas y répondre avec la façon de faire ou d'analyser d'Éric Zemmour, qui, à mon avis, un faux diagnostic avec des mauvaises réponses, mais d'acter face à ces difficultés la nécessité d'un changement de système, en tout cas de faire profondément évoluer le système économique, non pas en revenant en arrière, mais en se confrontant à des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux. Par contre, il faut reconnaître ces difficultés. Effectivement, on a, par exemple, un taux de pauvreté en France qui a augmenté progressivement depuis le début des années 2000. On est aujourd'hui à 9 millions de pauvres si on prend la définition du seuil de pauvreté classique. 9 millions de pauvres, c'est-à-dire 9 millions de personnes qui, pour une personne seule, vivent avec moins de 1 100 € par mois. On a un taux de chômage qui reste très élevé, autour des 8%. On a une crise écologique qui est extrêmement, extrêmement grave. Pas seulement la crise climatique, mais une crise de biodiversité, une crise de pollution des milieux naturels et avec une non-réponse, ou en tout cas une réponse absolument insuffisante de la part du gouvernement sur le plan social comme sur le plan écologique, sans parler de l'état des services publics, mais par manque de moyens. Donc il ne faut pas, je crois que c'est très dangereux justement de nier ces difficultés parce que justement, ça nourrit des discours comme celui d'Éric Zemmour qui sont, de mon point de vue, très dangereux. Mais du coup, là, ça veut dire qu'on est dans une espèce de polarisation des discours, si je vous suis, qui manque la voie du milieu, un entre-deux. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça, Jacques Mistral ? Parce qu'on se dit, ce qu'on est en train de se dire en plateau, là, peut-être qu'Emmanuel Macron, peut-être qu'Éric Zemmour le savent. Pourquoi est-ce que d'autres personnes ne prennent pas la voie du milieu ? Qu'est-ce qui manque ? Alors, je vais accroître votre perplexité parce que j'ai le privilège de l'âge par rapport à Aurélie Trouvé, vous-même. Et je connais ces sujets depuis donc le début de ma carrière d'économiste. J'ai commencé comme économiste au ministère des Finances en 1969,
l'année qui a suivi donc les événements de mai 68 et qui a été marquée par une remise en ordre financière avec une évaluation qui a été la première d'une longue série, puisqu'il y a eu ensuite toute celle de la présidence Mitterrand des premières années. Et donc ces problèmes que signale Éric Zemmour sont assurément réels, ils sont très anciens. Et ce qui me frappe, c'est que ils sont parfaitement documentés. Le déficit du commerce extérieur, je suis né avec ça. Mais ça fait donc 45 ans que le système politique et la société ne parviennent pas à trouver un accord sur la façon de le régler. Et ce qui est troublant, c'est que depuis 2 ou 3 décennies, il y a eu une espèce de consensus des 2 principaux partis de gouvernement pour étouffer l'affaire, éviter les mesures radicales. Les dernières en date ont été les nationalisations de Mitterrand qui se sont soldées par un échec et les privatisations d'Édouard Balladur de même. Et après là, il y a eu une espèce de congélation du débat économique qui fait que ce thème de l'industrialisation, c'est uniquement avec Emmanuel Macron qu'il est réapparu sous un angle effectivement dynamique. Alors, ce qui a été dit est un petit peu optimiste par rapport à l'état du pays, mais c'est en tout cas la direction dans laquelle il a cherché à introduire quelque chose de nouveau. Alors avant de discuter justement des atouts, avant de discuter de la façon dont on peut relancer le pays, vous l'avez dit, Jacques Mistral, les discours déclinistes sont assez anciens, et notamment dans leur usage en politique. Nous sommes plongés dans les archives, nous avons retrouvé des prises de parole du général de Gaulle et de Jean-Marie Le Pen. On va les écouter. Il était une fois un vieux pays tout bardé d'habitudes et de circonspection, naguère le plus peuplé, le plus riche, le plus puissant de ceux qui tenaient la scène. Il s'était après de grands malheurs comme replié sur lui-même. Beaucoup dans le monde se demandaient s'il parviendrait à se ressaisir. Or ce peuple, la France, s'est ressaisi. Toute continuation sur la voie que nous avons connue, à petite ou à grande vitesse, de ce que j'ai appelé le DGV, le déclin à grande vitesse tel que piloté par François Mitterrand, Monroy et Fabius, et le déclin à petite vitesse tel que piloté par Giscard d'Estaing, Chirac ou Barre. Il n'y a qu'une différence de vitesse, il n'y a qu'une différence de degré. La direction dans laquelle les uns et les autres sont engagés et s'engageront demain est celle de la décadence. Alors elle est trouvée, on voit que cette question du déclin, elle traverse toutes les époques. C'est quoi? Nous les Français, on aime nous se lamenter sur notre propre sort? D'abord, je pense que tout le monde n'utilise pas, loin de là, dans l'histoire, cette idée de déclin. En fait, ça joue sur quoi? Sur la nostalgie d'un temps d'une grandeur révolue, avec l'idée que c'était mieux avant. Mais ça veut dire que c'est une idée politique dont on n'arrive pas à se débarrasser? Alors, surtout, je pense qu'elle est absolument non avenue aujourd'hui, parce qu'on a un défi qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais un immense défi aujourd'hui qui est faire face à la crise écologique et qui va demander de transformer profondément, les rapports du GIEC le disent, rapport après rapport, transformer profondément nos façons de produire et de consommer. Et je pense que ça veut vouloir dire une chose, c'est qu'il faut désormais que tous nos investissements, nos désinvestissements, nos choix, là où on alloue le travail, se fassent en fonction de ses besoins environnementaux et de façon juste selon nos besoins sociaux. Et ça veut dire un profond changement de système, effectivement, parce que on est dans un système capitaliste financier où les principales décisions d'investissement, des investissements se font en fonction de la rentabilité financière et de ce que souhaitent en termes de profit les grands actionnaires. Or, il va falloir changer complètement de manière de décider. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça demande de changer profondément le système. C'est ce que disent les jeunes quand ils disent « changeons le système, pas le climat », et je pense qu'ils l'ont bien compris. Mais donc ça veut dire de se projeter vers l'avenir et non pas de voir le passé. Jacques Mistral, on entendait le général de Gaulle qui disait « ce peuple s'est ressaisi ». Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, se ressaisir? Ça a encore une actualité? Je ne sais pas. Dans la bouche du général de Gaulle, c'est parfaitement clair. Encore que ça a été un peu tumultueux, n'est-ce pas, entre 1944 et 1958. C'est pas une période
facile ça montre que ce n'est pas facile de se ressaisir. Mais il n'y a pas de doute qu'entre le Conseil national de la résistance puis la Ve République, la tourner la page du colonialisme, il n'y a pas de doute que la France s'est ressaisie, elle est rentrée dans la communauté européenne, on disait à l'époque, et elle a tenu sa place dans le concert des nations depuis. Donc, est-ce que, pardon, je me permets de vous couper parce que sur le terme de ressaisissement, est-ce que c'est ça qu'il faut utiliser aujourd'hui ou est-ce que c'est plutôt le fait de se ressouder, les Français et de recréer un espace de confiance? Parce que cette question aussi, elle est beaucoup liée, je pense, au déclin. C'est très très juste ce que vous venez de dire. Et effectivement, je pense qu'on ne comprend pas le déclin sans penser au mauvais fonctionnement de la démocratie. Je ne parle pas des institutions, je parle des hommes, des femmes, des citoyens. Je pense que la démocratie fonctionne mal parce que nous avons une conception en France depuis la Révolution française et peut-être avant depuis la monarchie absolue et la domination intellectuelle de l'Église. Nous avons une conception du lien social qui est un lien politique, directement politique. Et comme la représentation est un jeu politique qui est forcément la source de beaucoup de déceptions parce qu'on se sent toujours mal représenté, qu'on n'obtient pas la bonne décision, eh bien, il y a cette grande déception de la vie démocratique. Moi, je pense à Tocqueville, à ce propos, qui disait, à propos des États-Unis, que l'école de la démocratie, il faut une école pour vivre en démocratie, et l'école de la démocratie, c'est le milieu associatif. C'est-à-dire que tous les opposants au système, tous ceux qui râlent, tous ceux qui défilent, tous ceux qui manifestent et font des feux sur les... Je souhaite savoir ce qu'ils ont comme action dans la société pour contribuer modestement à faire que les choses puissent aller mieux. Dans les associations, dans les clubs de lecture, dans les clubs de foot, dans l'aide aux migrants, tout ce qu'on veut. Il y a d'innombrables activités. Et c'est là qu'on découvre à la fois la difficulté de la vie politique, parce que quand on met deux Français ensemble, ils ne seront pas d'accord sur ce qu'il faut faire, et en même temps la richesse du lien social qui ne se réduit pas à l'élection. Donc je suis d'accord avec votre idée que c'est la confiance, ressouder, restaurer la confiance entre les Français qui est tout à fait essentielle. Est-ce que c'est aussi une question de confiance en nous-mêmes? Je veux dire par là qu'on a parlé des problèmes du pays, on a parlé du chômage, de la dette, de la balance commerciale négative. Est-ce qu'il y a des atouts dont le pays doit pouvoir aussi, sur lesquels ils peuvent s'appuyer et dont on a parfois un peu oublié qu'on les a dans notre manche? Je pense quand même que ce pays est riche de son histoire et de ses services publics, même si... Aujourd'hui, il y a un manque de moyens. Moi, je suis prof, je vois que les profs, on a de plus en plus d'étudiants, d'élèves par prof. Donc, il y a de moins en moins de moyens, si vous voulez. Alors même que la santé demanderait plus de moyens, on a un certain nombre une grande part de lits fermés dans les hôpitaux par manque de soignants. Voilà, ça, je pense que ce sont effectivement, disons, des ressources, mais des ressources qu'il faudrait bien davantage préserver, voire développer. Et je voudrais réagir sur votre thème de ressouder. Je crois que c'est très important, mais ça veut dire justement... à l'inverse des déclinistes, qu'il ne faut pas jouer sur la division entre les personnes. Il ne faut pas jouer sur le racisme et finalement d'opposer une partie de la population à une autre, mais au contraire de se ressouder entre habitants en France, et pas seulement les Français, entre habitants de la France. Et voilà. Et par ailleurs, je voudrais dire aussi que vous parlez de mouvements sociaux. Je lisais Bavrez dans Le 1 qui dit... voilà, les gilets jaunes, c'est terrible, c'est une désintégration de la société. Au contraire, je pense que depuis plusieurs années, on a aussi une richesse. C'est que des gens font de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte la vie de la cité et la façon dont les politiques se font et agissent sur leur quotidien et se mobilisent pour ça. Et je trouve que, par exemple, un mouvement comme ça sur la justice sociale et fiscale, bien au contraire de ce que dit Bavrez, c'est une bonne nouvelle. C'est un signe, justement, qu'on a des mouvements sociaux qui sont en bonne santé, ou en tout cas, qui sont capables aujourd'hui de faire de la politique au sens noble du terme. Et peut-être, ça rejoint ce que vous dites sur le lien social, justement. Alors peut-être pour clore ce débat, pour l'instant, parce qu'on aura l'occasion très certainement de reparler de ces thématiques qui sont abordées pendant la campagne présidentielle. Julien, vous avez choisi votre mot de la semaine et c'est celui de décadence. Oui, décadence, car chez beaucoup de déclinistes, déclin et décadence sont des notions généralement entremêlées, comme si à l'effondrement économique, politique, devait correspondre un affaissement moral, une crise de l'esprit et des valeurs. D'ailleurs, de Platon à Machiavel, on se voit qu'on se méfie des empires opulents, des empires ramollis. On pose bien vite l'idée que derrière le déclin, il y a d'abord un renoncement à une idée abstraite du pays et de son identité. Or,
on pourrait tout à fait imaginer un déclin économique, par exemple, qui ne serait pas synonyme de décadence morale. Perdre des rangs dans le classement du PIB mondial ne signifie pas, par exemple, qu'on s'appauvrit. Au contraire, on pourrait même gonfler son PIB en renonçant à ses valeurs, en exploitant les hommes, les femmes et l'environnement. Le PIB mesure à peu près tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. C'est ce que disait en son temps Robert Kennedy, façon de rappeler qu'il y a d'autres façons d'avancer qu'un éternel retour à un passé en partie fantasmé. Et voilà de quoi nous faire réfléchir, évidemment. Merci Julien, merci infiniment à tous les deux, Aurélie Trouvé et Jacques Mistral, pour vos analyses sur ces discours déclinistes qu'on entend beaucoup en ce moment. Évidemment, vous le savez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour parler du nouveau numéro du 1 Hebdo.